Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCT 4064. Aujourd'hui au programme, on parle des molécules et des solutions. Et plus en détail, on revient sur la partie 2 des molécules et des ions. Et ici, on va parler de conductibilité électrique de nos solutions. Donc, la conductibilité électrique, c'est simplement la capacité à conduire le courant électrique, comme ce serait le cas, par exemple, d'un fil qui serait capable de transmettre le courant électrique d'un point A à un point B. Si j'ouvre maintenant ce circuit et que je mets une solution et que je veux savoir, évidemment, si ma solution va être capable de conduire ce courant-là, eh bien, pour ça, il faut que j'ai en présence des charges. Et ces charges-là, en fait, c'est mes liens ioniques qui vont me le donner. Donc, je n'ai pas le choix pour avoir une conductibilité électrique d'avoir des liens ioniques. Donc, si je rajoute du sel à l'intérieur de ma solution, à ce moment-là, ce que je vais voir, c'est que je vais avoir énormément d'ions qui vont être formés. C'est ce que je vais appeler un électrolyte fort. Donc, à ce moment-là, le courant électrique va pouvoir passer très facilement et pouvoir avoir une ampoule qui va s'allumer fortement. Dans la deuxième situation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un électrolyte faible. Un électrolyte faible, en fait, ce sont des molécules qui vont se briser. Ce sont des liens ioniques, mais qui s'aiment beaucoup. Donc, dans la solution, je vais avoir des molécules qui vont rester pris en pain et des molécules qui vont former des ions. Si j'ai moins d'ions, je vais moins conduire le courant. Et si je conduis moins le courant, mon ampoule va s'allumer moins fortement. Donc, c'est ce qu'on a ici comme représentation. Dans la troisième situation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une molécule qui n'est pas un lien ionique, du sucre par exemple, à ce moment-là, ou du CO2 comme c'est le cas ici. Donc, quand je vais mettre cette substance-là dans ma solution, en fait, ma charge ne sera jamais capable de circuler à l'intérieur parce que je n'ai pas de charge, en fait, à l'intérieur de ma solution. Donc, mes électrons ne sont pas capables de circuler, je ne conduis pas le courant électrique. Voici mes trois types d'électrolytes. Donc, j'ai trois substances capables de conduire le courant électrique. Et là, en même temps, on va aller définir ce que sont les acides et les bases, ce qui est excessivement important dans votre livre. Donc, si on commence par les acides sont une molécule formée d'un ion H+, donc qui va libérer des ions H+, en solution, et qui va être accompagné soit d'un non-métal ou d'un ion polyatomique. Une autre propriété des acides, c'est qu'ils vont rougir le papier tournesol bleu. Donc, autrement dit, si je prends deux papiers tournesol, un rouge et un bleu, les deux vont devenir rouges à l'intérieur d'une solution acide. Comme exemple, on peut parler de HCl, de H2SO4, de H3PO4, de HNO3. Donc, vous remarquez que j'ai mis beaucoup d'emphase sur le H parce que ça libère des ions H+ en solution. En ce qui concerne les bases vont libérer des ions OH- en solution. Donc, on va parler, et cet ion OH- là va être accompagné soit d'un métal ou soit de l'ion NH4+, qui est le seul ion polyatomique positif. Donc, comme propriété, lui, de son côté, il va bleuir le papier tournesol rouge. Donc, autrement dit, si je prends un papier rouge et un papier bleu et que je le mets en solution basique, les deux vont devenir bleus. Comme exemple, on peut parler du NaOH, du CaOH deux fois, du NH4OH, donc il va libérer des ions OH-. Finalement, au niveau de mes sels, eh bien, je vais prendre le métal NH4+ de ma base et le non-métal, l'ion polyatomique, de mon acide. Donc, je prends ces éléments-là et je fais n'importe quelle combinaison là-dedans. Leur propriété, c'est que ça va libérer des ions. Je dois libérer des ions, sinon je ne serais pas un électrolyte. Donc, je libère des ions, mais qui sont des ions autres que H+ et OH- en solution aqueuse. C'est ce qui va me donner un sel. Donc, ce n'est pas seulement du NaCl qui est le sel, mais il y a plusieurs types de sels. Comme propriété, eh bien, oui, ils vont conduire le courant électrique parce que je suis un électrolyte. Je conduis le courant électrique, je libère des ions.
Par contre, je vais avoir aucun impact sur le papier tournesol parce que ça donne une solution qui est tout de même neutre, qui n'a pas un excès d'ion H+, ou un excès d'ion OH-. Comme exemple, on peut parler du NaCl, du LiNO3, du NH4Br ou du NH4NO3. Je l'ai dit, pour avoir une solution qu'on appelle un électrolyte, il faut absolument avoir une formation d'ions. Et là, l'idée, c'est qu'on va devoir illustrer cette dissociation-là en différents ions. Pour faire ça, il y a différentes étapes. Donc, la première étape, c'est de repérer l'ion qui est positif et en déterminer la charge. Dans ce cas-ci, mon ion qui est positif, c'est l'hydrogène. Et la charge de l'ion hydrogène, c'est du H+, c'est de +1. Ensuite, je vais vérifier si ce qui reste constitue un ion négatif. Si ça ne constitue pas un ion négatif, c'est fini, on n'aurait pas de dissociation électrolytique. Ici, c'est un ion négatif. Le PO4 se situe dans mon tableau des ions polyatomiques, donc je sais que c'est un ion lui aussi, qui est le PO4, moins 3. Donc, ce sera le deuxième ion qui va être formé en solution aqueuse. Ensuite, on va aller écrire l'équation avec les ions concernés. Donc, mon H3PO4 me donne du H+, plus du PO4, moins 3. Mais là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, par exemple. Parce que quand je regarde ma solution, je me souviens d'un élément essentiel des sciences qui me dit « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Et là, j'ai un problème. J'ai 3 hydrogènes à gauche et j'ai seulement un hydrogène à droite. Je ne peux pas avoir ça. Ces 2 hydrogènes-là ne peuvent pas être disparus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va dire, je vais avoir plus qu'un ion hydrogène qui vont être formés à l'intérieur. Donc, je vais rajouter mes deux autres ions H+, et je vais écrire dans mon équation 3H+, plus du PO4 moins 3. Et c'est comme ça que je vais illustrer ma dissociation électrolytique. Maintenant, pourquoi je n'ai pas marqué le 3 en indice? Parce que dans ma molécule H3PO4, le 3 est en indice, alors que dans ma formule chimique, dans mes ions, le 3 est devant. En fait, la réponse est très simple. Dans mon PO4, où je l'ai laissé en indice, j'ai un ion polyatomique où j'ai 4 oxygènes liés à un atome de phosphore qui me donne mon phosphate. Tout ça est regroupé ensemble dans un ion polyatomique. Alors que quand je regarde mes ions H+, j'ai 3 ions H+, qui sont séparés les uns des autres. Ce que vous voyez dans l'image bleue ici, c'est que les 3 ions H+, ne sont pas ensemble. C'est 3 éléments que j'appelle H+. Donc, c'est pour ça que le 3 ici, je vais le mettre en coefficient, je vais le mettre devant et non en indice. Parce que j'ai 3 ions H+, bien séparés les uns des autres. Pour vérifier après, pour être sûr que je n'ai pas fait d'erreur, je peux aller vérifier si mes charges de mes ions s'annulent. Autrement dit, si j'ai vraiment une charge globale qui est égale à 0. Donc, regardons si c'est le cas ici. J'ai 3 ions de H+, donc 3 fois plus 1. J'ai un ion de phosphate qui est moins 3, 1 fois moins 3. Et si je fais plus 3, moins 3, ça me donne une charge de 0. Donc, autrement dit, j'ai une charge qui s'annule. Tout est beau, je n'ai pas fait d'erreur. Donnons-nous un deuxième exemple ici avec le NH4OH. Je vais repérer l'ion positif et en déterminer la charge. Dans ce cas-ci, mon ion positif, c'est le NH4+. Je vais ensuite aller vérifier ce qui reste et regarder si ça constitue un ion négatif. Dans ce cas-ci, eh bien oui, c'est mon ion OH-, donc je vais pouvoir le mettre dans ma solution. Je vais écrire l'équation avec les ions concernés. Ça me donne du NH4+, plus du OH-. Et au niveau de mes atomes, tout est beau. J'ai un azote, j'ai mon 4 hydrogène qui fait partie de mon ammonium et mon hydrogène qui fait partie de mon OH-, donc mon hydroxyde, et j'ai mon oxygène. Donc tout est beau, tout est à sa place. Je vais indiquer le nombre d'ions présents dans la molécule de départ. C'est ce que je viens de faire. Et par la suite, je vais vérifier si les charges fonctionnent. Donc, j'ai plus 1, moins 1 qui donne bel et bien 0. Tout est beau, je n'ai pas fait d'erreur.
Donnons-nous un autre exemple, un sel cette fois-ci. Donc, repérer l'ion positif et en déterminer la charge. Dans ce cas-ci, c'est l'aluminium. Mon aluminium, sa charge, c'est plus 3. Je peux aller le déterminer à l'aide de mon tableau périodique. Je vais aller vérifier si ce qui reste constitue un ion négatif. Eh bien oui, c'est du sulfate. Je le retrouve dans mon tableau des ions polyatomiques. Donc, je vais pouvoir le ramener et indiquer la charge que j'avais dans mon tableau, qui est de moins 2. Je vais écrire l'équation avec les ions concernés. Maintenant, je vais aller indiquer le nombre d'ions présents dans les molécules de départ. Je vois que je devais avoir 2 aluminiums et 3 sulfates. Donc, c'est ce que je vais aller placer ici, mes 2 aluminiums et mes 3 sulfates. Et par la suite, je vais aller vérifier mes charges. 2 fois plus 3, ça fonctionne avec 3 fois moins 2. 6 moins 6, ça donne bel et bien 0. Donc, tout est beau ici. Alors, il va falloir faire attention parce que, comme dans toute bonne règle, il y a certaines exceptions. Et je vais vous indiquer en même temps pourquoi j'ai écrit certaines choses de la façon que je l'ai écrit. Si par exemple j'ai cette molécule-là, le CH3COH, le CH3COH, ce n'est pas une molécule qui vous est complètement inconnue, en fait c'est du vinaigre. Quand je vais avoir mon vinaigre, je sais ici que, oups, mon CH3CO-, mon ion polyatomique que je trouve à l'intérieur de mon tableau des ions polyatomiques qui est l'acétate, eh bien, dans ce cas-ci, il est situé en avant de la molécule. La raison, en fait, c'est juste une question de chimie, de placer les molécules pour être capable de dessiner la molécule facilement. Mais ici, l'ion H+, il est particulier, il est à la fin au lieu d'être au début. Donc, quand je vais écrire ma molécule, je vais pouvoir mettre mon ion acétate CH3CO- et y rajouter mon ion H+. C'est donc un acide même si je me termine par OH. L'ion acétate est tannant, il n'est pas juste tannant avec l'hydrogène, il est tannant avec les métaux aussi. Donc, dans ce cas-ci aussi, je vais avoir le métal qui va se placer à la fin de la molécule au lieu d'être au début. Donc, ça va encore une fois me donner mon CH3CO- avec mon Li+. Et finalement, dans la molécule que j'ai ici, on pourrait dire, ben, C2H5O, ça n'existe pas. On pourrait dire, ah, j'ai du OH-. Donc, si j'ai du OH-, ça veut dire automatiquement que le C2H5+, doit exister. Et ce n'est pas le cas. Le C2H5+, ce n'est pas un ion polyatomique existant. Donc, dans ce cas-ci, c'est ce qu'on appelle une fausse base. Et donc, cette molécule-là n'est pas une base. En fait, ce n'est même pas un électrolyte. Cette solution-là, très exactement, c'est de l'alcool. Donc, à ce moment-là, il va se dissoudre dans l'eau un peu comme le sucre. Il va rester pris en pain et il ne va pas se briser en ions. Donc, je n'aurai pas de dissociation électrolytique dans ce cas-ci. Et c'est ce qui m'a fait à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts en dissociation électrolytique. À vous de surpasser le maître.